Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité dont le nom est déjà une salutation. Olivier Bonjour. Comédien, metteur en scène, ancien DJ à la côte belge et à Bruxelles, photographe à ses heures perdues et passionné de la vie sous toutes ses formes. Dans cette interview, Olivier nous parle de son parcours artistique, de ses inspirations et de ses projets actuels, notamment sa participation à la web-série Et si, où il incarne un personnage curieux et drôle, explorant des scénarios alternatifs de la vie. Préparez-vous à une conversation pleine d'humour, de réflexions profondes et de moments de sincérité. Sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va Marc, ça va. En pleine forme? Il fait beau aujourd'hui. Magnifique, mais magnifique. Eh bien Olivier, nous sommes ici à Bruxelles. Ouais. Tu as toujours habité à Bruxelles? J'y suis né. Non, je n'ai pas toujours habité à Bruxelles. J'y suis né vraiment dans le centre, dans les Marolles, à côté à Ixelles, mais j'ai tout de suite vécu dans les Marolles. Donc j'ai grandi dans le quartier, ce quartier qui maintenant devient un quartier très 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 touristique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de restaurants à la mode, Mais à l'époque, c'était vraiment un quartier extrêmement populaire, déjà très multiculti. Donc mes amis s'appelaient Mohamed, s'appelait Luigi, s'appelait Pablo, donc on était très très multiculturel. Donc j'ai grandi là-dedans, j'étais dans une excellente école donc qui m'a permis d'apprendre un français correct et de savoir lire, compter et écrire. Donc jusqu'à 12 ans j'ai vécu ici. Et puis je suis parti. Internat à la côte belge. Et puis après, le monde artistique m'a appelé dans le monde entier, avec les frères Taquin, beaucoup. Donc, ça fait 33 ans maintenant que je tourne ce numéro, les frères Taquin, et on continue toujours. On fait je crois qu'on va raccrocher en janvier 2028. On a prévu de faire notre festival de fin de carrière en 2000. Pourquoi cette date-là? Parce qu'on est invité dans un cirque suisse qui s'appelle le Circus Connelly, qui est une famille qu'on connaît vraiment bien, qu'on aime beaucoup, et qui nous accueille pour fêter justement c'est plus de 40 ans de carrière quand même, pour Olivier Taquin. Ce sera 40 ans de carrière, et moi ce sera 35, je trouve que c'est pas mal. Et comment était le petit Olivier? Timide jusqu'à je dirais, timide et un suiveur, un grand suiveur. Et on m'appelait parce que j'étais toujours le plus grand, et donc ils avaient l'impression que je pouvais sauver des situations, alors que moi, pas du tout bagarreur, pas du tout. Par contre, je pouvais faire des yeux méchants, et donc j'étais un peu dans des bandes pour ça. Mais j'étais plutôt timide et un vrai suiveur, quoi. C'est-à-dire, déjà à l'époque, je prenais un peu ce qui arrivait à moi. Je prenais de la vie, ce qui venait. J'étais pas vraiment un générateur ni un leader de bande, c'était pas mon. Je suivais, et ça m'allait très bien. Et la comédie dans tout ça, comment c'est arrivé? Comme je le disais quand j'étais petit Olivier, quoique j'ai jamais été petit, hein. J'étais jeune, mais petit pas. En fait, la comédie est venue aussi, c'est venu à moi. À l'époque, j'étais disc-jockey, donc j'ai travaillé d'abord à la côte, dans un endroit qui s'appelle le Barbu, que mon frère a tenu avec brio pendant une vingtaine d'années. Donc, et puis j'étais repéré là, en tant que disc-jockey, pour venir travailler à Bruxelles, pas Bruxelles, je ne sais pas pourquoi je le dis en français. Et là, par hasard, dans une discothèque qui était juste ici à côté, à 100 mètres d'ici, le garage, on m'a proposé d'écrire des scénarios pour des clips vidéo. C'était le deuxième clip de Reggie, celle qui a fait Last Time the DJ Saved My Life. Voilà. Et c'était son deuxième clip. La Belgique était le centre mondial du clip vidéo. MTV était en pleine expansion. Et on m'a demandé de faire un scénar pour ce clip.
chose que j'ai essayé, mais on m'a dit que franchement, ça se voyait que je n'étais pas scénariste. Et on m'a envoyé dans une école de scénaristes qui était tenue par, c'est Parallax, qui était tenue par, la partie scénario par Van Hamme, qui était extrêmement connu à l'époque. Et en fait, en discutant avec le directeur, je me suis inscrit au cours d'acteur. Donc, c'est un pur hasard. Et il y a de ça, on est là, fin 82. Et ça t'a tout de suite plu? Ben, oui, c'était fun. Je m'étais inscrit à l'UNIF. Mais vu que j'étais DJ, les comitards sortaient là où j'étais DJ. Donc, à l'ULB, j'ai tout de suite été pris et j'ai fait toutes les soirées. J'étais DJ pour les soirées, les TD de tous les cercles. J'ai fait médecine, enfin tous. Je les faisais tous. Donc, j'ai vu mon premier cours de maths au début novembre et j'ai découvert en même temps Jackson Pollock. C'est-à-dire que j'avais un tableau avec des signes, des taches. Et j'ai compris très très vite que je ne ferais pas une grande carrière universitaire qui s'arrêtait ce jour-là. Et je veux dire, genre 2 semaines après, est arrivé ce que je viens de vous dire. Là, on m'a demandé d'écrire un scénario. J'ai été dans cette école, je me suis inscrit. J'y suis pas resté longtemps parce qu'on m'a viré. On m'a dit que je ferais mieux d'aller vendre des frites à Flagey. Mais, c'est vrai. Mais la Ligue d'impro est née dans ces locaux-là, à ce moment-là. Et j'ai sauté le pas et je suis entré dans la Ligue d'impro. Parlons justement un peu de la Ligue d'impro. Tu es un des cofondateurs. Oui. Comment ça s'est fait? Alors c'est extraordinaire. C'est un monsieur, je l'appelle monsieur, qui s'appelle Alain Stevens, qui était notre prof à Parallax, qui est venu un jour avec tout un attirail, un lecteur de cassettes NTSC américaine, qui a branché ça sur un téléviseur, et au lieu de donner cours, il a dit « je vais vous montrer un spectacle ». Et il nous a montré un spectacle de la Ligue d'impro au Québec, la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Et on a regardé ce match comme ça. Et à la fin, il s'est retourné, il a dit « Qui veut faire ça en Belgique ?» Ben, rien à perdre, nous. Hein. Tout de suite, on lève la main. « Oui, moi. » Et on a commencé comme ça. Et donc, toute une structure est née. On a fabriqué cette patinoire qui existe toujours là maintenant. C'est la même patinoire qu'on a fait il y a 40 ans. Donc, et voilà. Et on a commencé à s'entraîner dans les locaux de Parallax. On a dit « Si vous avez un copain qui veut venir voir ce qu'on fait, venez. » On était 4, 5, puis le mercredi d'après, 20, le mercredi d'après, 60, et puis on s'est dit, mais on va faire un match. Et là, on a créé la structure, on a créé la patinoire, et on a fait les premiers matchs au Hall de Schaerbeek, début 84. Et voilà, c'est toujours là. Je veux dire, j'ai joué mon Tu en fais encore? Oui, je suis revenu. Je suis parti, revenu. Chaque année, je dis, c'est ma dernière année. Mais ça fait 43 ans que ça dure. Donc voilà. Je suis parti quand j'ai quitté la Belgique, mais là, je suis revenu pour le fun, c'est-à-dire je suis pas vraiment pas le principal. J'ai encore des vieux réflexes. La Ligue a bougé, elle a évolué comme tout, et tant mieux. La grande victoire de la Ligue d'impro, c'est d'avoir maintenant des groupes d'impro partout. Il y en a partout. Il n'y a pas une faculté qui n'a pas son groupe d'impro. Il n'y a pas un village qui s'est réuni avec d'autres villages pour avoir le groupe d'impro. Une ville, enfin, il y en a partout. Et ça, c'est c'est même pas une victoire, c'est une beauté de la vie, ça. Parce que c'est vraiment un art extraordinaire. Et c'est vraiment un entertainment dans le sens anglais du terme. Je crois que c'était Robert Gravel, un des fondateurs, qui disait même la meilleure impro du monde ne sera jamais que le début d'un travail théâtral. Il ne faut pas l'oublier. Ce sera le début d'un travail artistique, voilà, parce que c'est dans l'instant, et de là peut naître quelque chose. Mais la finalité, elle est dans le jeu, dans l'amusement, dans le fun. Donc c'est de l'entertainment. C'est vraiment différent. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. Ton parcours est marqué par une diversité de rôles et de projets. Comment est-ce que tu fais pour choisir tes projets et quels sont les critères déterminants pour toi? Je dis, il y a différentes phases. Il y a eu différentes phases au niveau de ma vie. Je vais dire très très honnêtement que la première phase, qui est jusqu'il y a quelques temps, ce sont les projets qui me choisissent.
c'est pas moi qui choisis mes projets. C'est-à-dire, j'étais comme énormément d'acteurs, on est sollicité pour via des castings, on est sollicité pour des types de rôles bien particuliers. Et puis on joue le jeu du casting, de savoir qui va, voilà, on fait de notre mieux, on est choisi ou pas. Là maintenant, ça change un petit peu. Est-ce l'âge? Là maintenant, disons que je choisis de ne pas faire certains projets ou d'en faire d'autres, de me lancer carrément dans des projets qui sont co-créés et dans lesquels je participe activement. Mais très honnêtement, au début, c'est de nouveau le hasard. Enfin, on va l'appeler hasard. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que j'étais vraiment fait pour ça. Sinon, ça ne ferait pas plus de 40 ans que je fais le même métier. Mais là, oui, c'est plutôt les projets qui se sont venus à moi. Tu as travaillé sur des productions internationales et nationales. Mm-hmm. Quelles sont les différences majeures entre ces deux types de productions? Est-ce vénal de dire que c'est le pognon? Ah, ça peut, oui. Ça joue. C'est-à-dire aussi. Non, ce n'est pas vraiment l'argent, c'est ce que l'argent permet. C'est surtout ça, ce n'est pas le fait de l'argent, parce que je trouve qu'en Belgique, pour les budgets qu'on a une créativité qui des fois est vraiment, vraiment, vraiment supérieure à ce qu'on peut trouver sur l'international, où les budgets sont décuplés, si pas 2-3 fois décuplés. Donc on a une créativité ici, mais c'est vrai qu'un manque de budget, qui est tout à fait logique, vu qu'on a une audience, je parle de Belgique francophone par exemple. Si on part du bébé qui vient de naître au grabataire, on a 4 500 000 personnes. Si on parle d'un film français, on est directement dans les dizaines de millions quand on parle aux expats et tout. Donc, c'est normal qu'au niveau production, des gens n'investissent pas autant que chez nos voisins. Je crois que les Suisses souffrent de la même chose, et même qu'ils ont des moyens. C'est pas pour ça qu'on voit énormément de production suisse. C'est surtout une question de rapport de mise, la mise d'argent et ce que ça peut rapporter. Car c'est une question de sous. C'est une question auquel je ne m'intéresse absolument pas, mais je sais que le problème est là. Donc, alors travailler dans des productions étrangères, c'est aussi ce que l'argent permet, c'est l'encadrement. Ici, on est... Je veux dire, déjà au niveau de la création, le réalisateur, souvent, il est scénariste de son œuvre, et il en est un petit peu producteur aussi. Dans les productions étrangères, c'est totalement différent. Donc, il y a vraiment le scénariste est à part, tout le monde est à part. Donc, tout le monde est payé pour aussi. Même jusqu'au dialogue. Écrire un scénario, c'est pas la même chose qu'écrire un dialogue. Il y a des textes qui se lisent et qui ne se disent pas. Il faut la mise en bouche, comme on dit. Donc ça, on voit sur des grosses productions comme Zone Blanche, par exemple, tous les dialogues étaient écrits par des dialoguistes. Et là, ça devient très très facile à retenir parce qu'il y a une logique. On parle comme on parle dans la vie. Et ces gens ont cette faculté d'écrire ce qu'on dit dans la vie. Donc c'est assez facile à retenir. Oui, c'est aussi c'est pas forcément le nombre de personnes et tout. C'est une qualité d'encadrement. Par exemple, l'importance, quoique ça a beaucoup changé en bien. Avant, à midi, on mangeait un sandwich et puis voilà. Là, ils se sont rendus compte que des gens qui travaillaient 10, 12, 15 heures, parce que c'est les horaires de tournage, avec un sandwich au jambon, ça ne le fait pas. Donc, les repas sont... ce sont des petites choses qui font que le regain d'énergie, l'attention, le fait que on est au service d'un film, d'une œuvre que quelqu'un a écrit, que quelqu'un est en train de tourner, donc on a le respect de ça. Quand on a plus d'argent, on peut se permettre d'encadrer mieux. Mais je dirais que l'argent, c'est vraiment le seul... et puis, oui, le salaire. C'est bête, mais oui, ça intervient. On oublie très souvent que quand on nous dit oui, mais bon, c'est pour un copain, c'est chouette et tout. Nous, c'est notre métier, on vit de ça. Et on n'en vit pas tous les jours, on ne tourne pas tous les jours. On aimerait, quoique... peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, voilà, être dans un rythme de travail, mais c'est pas le cas.
Donc oui, il y a une grande différence quand on est sur In Bruges, par exemple, Bon baiser de Bruges. On est à 450 sur le plateau, avec des gens comme Colin Farrell, Ralph Fiennes et voilà, c'est différent que le film. Quelle a été justement ton expérience sur ce tournage international? Extraordinaire, parce que je dois dire, c'était juste après le tournage de Pomme le Poulain, qui pour moi, je veux dire, pour certains, ça a été extraordinaire. Pour moi, ça a été vraiment très très dur. La confrontation Richard Boringer a été très pénible. Bref, à l'époque, et je lui en veux pas du tout, c'est pas ça, c'est passé, mais à l'époque, dans les champs contre champs, c'est-à-dire là, comme maintenant, on te verrait toi, Marc, dans les champs, il s'en allait. Donc moi, j'étais obligé de dire toutes mes répliques je devais le dire un petit autocollant orange. Je voulais arrêter. Franchement, à cette époque-là, je voulais arrêter le métier. Je me dis, moi, je suis pas là pour causer à du sparadrap, quoi. Je veux dire, je cause à des gens. C'est un métier humain, donc j'ai envie de retrouver ce côté humain, même dans le cinéma. Et là, je suis arrivé sur ce tournage de In Bruges où j'ai vu Colin Farrell et j'ai vu ces gens, mais s'impliquer, même quand ils n'étaient pas dans le champ. Il faisait -6, il rampait. Enfin, il faisait exactement la même chose que s'il était filmé. Et je me dis, attends, Colin Farrell, ce monsieur, parce que alors quand même, c'est du poids. Ralph Fiennes, je veux dire, ce sont des grands Brendan Gleeson, ce sont tous des gens, des grands monsieur, pour moi, des monstres sacrés. J'adorais tout un peu, et je me retrouve avec eux qui sont d'une simplicité, qui boivent leur pint avec moi, enfin, qui m'incluent dans le truc parce que je joue avec eux, alors que on me voit 4 secondes. Parce que le réalisateur, il filme tout. Il filme les plans du haut, en bas, sur le côté, hop. Il m'a fait parler, donc on a mis du son, il a tout essayé. Et il essaye tout pour tout. Donc c'était une expérience, je me dis, oui, c'est ce métier-là que je veux faire, avec des gens comme ça. Et donc j'ai continué. J'ai passé 3 nuits avec eux, 3 nuits de tournage, et ça a changé ma vision. Vraiment. Complètement. Tu as aussi participé à des séries, notamment, tu l'as cité, Zone Blanche. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de ces... Est-ce que c'est différent de travailler dans des séries que dans des films? Complètement. Bon, je n'ai pas l'expérience d'avoir un rôle prédominant dans un long métrage. Voilà, je ne sais pas. J'ai travaillé le plus, c'est justement sur Pomme le Poulain. J'étais une 20aine de jours et on a coupé quasiment tout parce que Wallimage voulait avoir des plans de Wallonie. Donc, c'est pas de la blague. Donc voilà. Sinon, la série permet de développer le personnage. On le développe sur... il y a vraiment un travail en amont qui est beaucoup plus conséquent, pour nous, beaucoup plus intéressant, parce qu'on va tourner sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, et qu'ils vont bien sûr essayer de regrouper les jours de travail pour éviter pour les salaires, au niveau, c'est logique. Mais donc, on peut très bien, le matin, travailler une scène de l'épisode 8, et l'après-midi, une scène de l'épisode 2. Donc c'est tout un travail. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 2 et le 8? Pourquoi je suis comme ça? Donc il y a un travail, vraiment un travail de préparation, de mise en forme, et surtout de rapidité. Ça se tourne quand même relativement vite. Il faut être bon. On s'entend. Il faut être bon, il faut donner le meilleur de soi à chaque plan, quasiment. Car on n'a pas le temps d'en faire 18, quoi. C'est pas en long métrage, surtout comme les frères Dardenne, par exemple, qui se permettent, j'ai entendu un jour, c'est vrai, 87 plans, je crois. C'est pas du tout le cas en série. En série, sur Zone Blanche, on était à 6 plans, mais sur Ennemi Public, par exemple, des fois, si la première était bonne, uniquement à cause des conditions. On tourne au moment où le soleil va se coucher. Et après, on fait une prise, et puis c'est fini. Donc, voilà, il y a des séries comme ça qui permettent. HPI, on a quand même pu en faire quelques-unes, mais c'était pour la sécurité, parce que ça s'est passé très, 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 très vite.
On a tourné très rapidement HPI. Et Audrey était, on s'est vraiment bien rencontrés. Et elle est fantastique, elle est vraiment fantastique. Donc oui, des séries, oui. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le médium. C'est un médium que je regarde également, beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment bien. Faut vraiment, je parle aux producteurs, mettez des thunes là-dedans, ça vaut vraiment la peine. On a des produits, on a des réalisateurs, des scénaristes extraordinaires. Quelle est ta série préférée du moment ou avant, ce que tu regardes? Marc. Aïe. Il y en a trop. Non, c'est pas ça. C'est que ce concept de préféré dépend complètement. C'est-à-dire, je lis 3 livres en même temps en fonction de mon humeur. Je regarde 4 séries en même temps. Je peux arrêter un film et le reprendre 15 jours après. Je n'ai pas cette notion de préféré. En musique, même chose. Tout va dépendre de l'instant, de comment je me sens, où je suis. Et donc, j'ai pas de livre préféré, je n'ai pas de film préféré, de série. Là, pour l'instant, je suis en train de revoir Blacklist. Parce que je trouve le travail des comédiens, c'est tellement énorme. Il y a 150, 180 épisodes. C'est énorme. Il y a des textes. Bref, j'aime bien ce travail-là. Je vais être attiré par... je vais regarder une série, même ancienne, pour un acteur, pour son travail. Ou pour la façon dont il m'apaise à un moment. Il m'apaise simplement l'esprit à un moment où j'ai beaucoup de travail. Je vais regarder un truc idiot possible, et même ça va me faire du bien. Donc je peux pas dire que là, je suis même pas très au courant. Je suis très 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 mauvais archiviste. On me demande souvent, tu sais, le gars qui a fait le film, quel film? Ah oui, ça, oui, j'ai entendu parler, mais j'ai pas vu énormément de choses. J'ai pas. Et alors les noms. Je suis le champion du trou de nom, moi. Des trous de nom, les trous de lieu. Par contre, je reconnais les gens, mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Tu as également une expérience en tant que coach. Comment abordes-tu l'accompagnement des acteurs dans leur développement artistique? Tout vient en fait de ce qui a suivi. C'est hasard, on se comprend, hein, ça n'existe pas, mais quasi après In Bruges, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Pico Berkovic, qui est un coach d'acteurs et qui propose une méthode basée sur la méthode Meissner, Sanford Meissner, qui est un des 3 fondateurs de l'Actor Studio. Je ne parlerai pas des autres, mais Sanford Meissner se disait que la chose la plus affreuse chez l'être humain et chez l'acteur en particulier, c'est l'ego. Alors comment soustraire cet ego au niveau du jeu? Eh bien, c'est en faisant attention à l'autre. Donc en portant une attention active à l'autre. Donc j'ai suivi pendant 13 ans les cours de Sanford Meissner, de Pico Berkovic. Et là, je me suis dit, ça va, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Je pense être légitime pour commencer à donner cours et à accompagner. Donc, je donne cette formation également. Je suis beaucoup plus spécialisé dans vraiment les débutants pour accrocher la méthode. Et puis, quand ça fonctionne, je les envoie chez Pico, qui lui est beaucoup plus compétent pour les accompagner tout le long de... Je ne suis pas un professeur. Je ne suis pas un enseignant. Je crois que c'est une vocation, tout comme comédien, c'est vraiment une vocation. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente pour faire des jours de travail. Donc j'aime ça, mais à petite dose. J'aime bien me faire un petit prendre 12 élèves et pendant un week-end on y va. Et donc j'accompagne. Je peux accompagner aussi des gens au niveau d'un travail très spécifique. Et j'aime beaucoup le faire. J'aime beaucoup. Pourquoi ils font ça? Pour simplement aller dans des questions fondamentales au niveau, mais de chaque phrase. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis cette phrase? Pourquoi tu dis ce mot? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au travers d'un mot, de changer complètement l'intention? Parce que c'est ça notre métier, c'est de proposer à un réalisateur et à un auteur même. Moi, lui, il a écrit ça, mais qu'est-ce que je lis moi? Et qu'est-ce qui va être filmé? Qu'est-ce que les gens vont voir? Ça va être mon interprétation de ça, en toute humilité, dans le respect de ce qui a été écrit, ou dit, mais c'est ça qui va être imprimé, ad vitam aeternam. Donc il est important que chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation soit envisagée et réenvisagée,
et dans l'écoute de l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que je l'envisage. Que peux-tu nous dire de la web-série belge Et si? Ah ben, je peux en parler beaucoup, vu que c'est un grand plaisir. C'est un peu, c'est vraiment mon dada de cœur pour l'instant, vu que c'est un collectif Code Est, qui veut dire ce qui est en latin, qu'on a créé il y a environ un an, basé un peu sur le design humain, c'est-à-dire le design, c'est qui es-tu, c'est un peu la notice de vie de notre table des matières, de qui on est. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous différents, on est 4 dans le collectif, avec des satellites autour, et on a décidé, ben voilà, il y en a qui écrivent, il y en a qui jouent, et ben on va créer une série. On a créé donc la série Et si. On a tourné 7 épisodes qui sont sur YouTube, et on a proposé les 13 épisodes suivants au cinéma Les Galeries, là le 8, donc le 8 mai. Et voilà, et on continue l'aventure, bien sûr. On ne sait pas si on va sur une série 2, on ne sait pas. Code Est, en fait, c'est un collectif qui pose des questions. Le et si, c'est vraiment ça. On pose des questions anodines en proposant des réponses différentes et disons assez amusantes. Pour le moins amusant. Mais si on gratte un peu, ben ça va vraiment on va chercher assez loin quand même. Et donc voilà, il y a 2 livres qui ont été écrits par Polka. On fait des soirées qui s'appellent Cogito. Le 10, on a notre soirée Cogito. Donc, et on en fait là. On est invité à Lille à un grand festival de gens qui sont dans, je vais pas dire développement personnel, le dépouillement personnel. Je crois qu'on est développé. Par contre, on a été pourri par plein de choses qu'on nous a mis en tête. Oui, il y a du suédois là-bas. Ça s'appelle Larsen. Et donc, on a été, je crois qu'on s'est fait modeler par une scolarité, par des codes qu'on nous dit il faut faire ça, il faut être comme ça et tout. Et que là, on se rend compte qu'en fait, on peut retrouver notre nature profonde. Et au travers de ces questions, ça peut aider. Ça peut aider simplement à se dire tiens, ça fait des années que je dis ça. C'est tout à fait anodin comme question. Et puis, mais en fait. C'est vrai que cette question, on propose des réponses différentes. Polka, il est extraordinaire dans son écriture, et puis on a Shana qui nous aide dans la communication, et on a notre petit producteur, Stéphane, qui lui est l'organisateur un peu de tout ça, parce qu'on n'est pas dans l'organisation, enfin, c'est pas à moi qu'il faut le demander, quoi. Si tu veux louper, quoi. Tu fais aussi de la photographie. Ah oui. Comment ça t'est venu et quel genre de photographie tu proposes? Donc la photo, ben oui, ce fameux grand hasard qui n'existe pas, qui a nouveau frappé à ma porte, au travers de Nathalie Sanson, qui est la directrice de l'agence Art Magna, qui m'appelle et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais de tes photos? Ben, je lui dis comme tu l'as vu, je les pose sur Facebook. Elle me dit franchement, moi j'y vois quelque chose. Est-ce que ça te dit que je te représente et que tu envisages de faire quelque chose d'autre de tes photos? Bah oui, bien sûr, oui. Qui dirait pas oui? Je dirais à partir du moment où j'aime ça, j'aime vraiment, vraiment travailler ça. Et donc ça fait à peu près, ça c'était il y a 2 ans, le temps de s'y mettre un petit peu. Ben oui, j'ai commencé à faire des tirages. On m'invite à les exposer de plus en plus. Et je ne sais pas du tout où ça me mène, mais en tout cas, moi j'y vais à fond parce que j'adore ça. J'adore ce que ça propose en fait. Dans l'œil du photographe, là je me rends compte que je regarde tout. J'essaie de tout voir, et là je vois un reflet que vous ne voyez pas, mais que moi je vois et que j'ai envie de prendre. Voilà, tout est. Pourquoi reproduire? Parce que c'est un instant, parce que ça fait partie de ce que je ressens émotionnellement, et je me dis tiens, voilà, peut-être que ça va toucher quelqu'un d'autre, et peut-être que j'aime voir ça chez les autres, donc pourquoi je pourrais pas proposer ce que moi je vois? Et voilà, c'est parti. Je ne sais pas du tout, enfin en tout cas pour l'instant j'expose à Uccle, que 2 photos, parce qu'on est vraiment beaucoup, c'est un collectif brolectif, dans lequel qui m'ont invité pour exposer 2 photos. Les autres sont à Mons,
dans un espace à l'Écho des Murs, qui est un petit théâtre de Mons. C'est mon ami Julien Van Breuzegem. Et voilà, il fait des spectacles avec sa compagnie, la compagnie Enchantée. Et pendant qu'il fait ses spectacles et tout, les photos sont mieux jusqu'en juillet. Et puis après, mais là pour l'instant, il y a une quinzaine de photos qui vont partir un peu partout en Belgique. Et on va voir. Et pendant ce temps-là, j'en fais des nouvelles. Et la roue tourne, et la vie continue, et la vie est créatrice. Et je me vois très bien un photographe très âgé. Très, très, très âgé. Salut l'ami, est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience d'acteur ? Oui. Ma plus belle expérience d'acteur. Eh bien, ma plus belle expérience d'acteur, c'est pas avec un être humain, c'est avec un loup. C'est sur le tournage de Zone Blanche, où on me dit, dans le scénario, je l'avais lu, mais je me dis, il y aura un trucage. Non, on me dit, non, tu vas réellement tourner avec un loup. Et ce loup, ce sera une louve. J'ai ok, c'est un rêve de vie, ça. D'être en contact réellement. J'ai vraiment, depuis tout petit, une fascination, mais vraiment un amour profond pour ces animaux. Et donc, on me dit que j'en ai encore l'émotion quand j'en parle. On me dit, voilà, tu vas tourner. Donc, je dis, il faut que qu'on se rencontre avant le tournage. Pas juste... Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à 6h du matin, on m'a conduit devant un endroit en pleine forêt où il y avait cet accompagnateur de loups. Et parce qu'il dit il n'y a pas de propriétaire, un loup n'a pas de propriétaire, un loup ne tient pas en laisse. C'est une petite corde bien grosse et bien large qui touche à peine son cou, c'est tout. Et là donc on est parti en promenade avec cette louve qui est énorme. J'enverrai la photo, vous allez voir. Et à un moment l'accompagnateur me dit tiens, il me donne la laisse. À tout à l'heure. Et me laisse en contact avec cet animal. J'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Et puis après, on a tourné et elle était tout à fait à l'aise. Il y avait une connexion, il y avait un truc, parce qu'elle me saute quand même dessus. Donc, et j'ai pas eu peur une seconde. Je veux dire, de toute façon, c'est un peu comme si quand on voit la tornade arriver sur soi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je veux dire, si cet animal décidait, il était dans la forêt. Si elle voulait partir, elle partait. Si elle voulait me sauter à la gorge, elle me sautait à la gorge. Il n'y a pas à avoir peur. C'est un peu comme quand il y a des attentats. Si ça tombe mal. Mais voilà, avoir peur, ça ne sert vraiment à rien. Et ça c'est un moment. Cette journée, je marchais à 30 cm du sol, alors qu'on me tire 2 balles dans les genoux. Enfin, je veux dire, c'était pas le moment. Je dois ramper et j'ai cette louve qui est là. Vraiment comme un ado devant Lara Croft. J'ai encore une question pour toi. Une, c'est tout. S'il te restait une semaine à vivre et que tu avais le choix de rejouer un de tes spectacles, lequel choisirais-tu et pour quelle raison ? Ah oui, sans hésiter, une semaine à vivre, c'est les Frères Taquin. C'est les Frères Taquin, bien sûr, parce que c'est un spectacle. D'abord parce que j'aurais pas trop à travailler avant, vu que je l'ai jamais quand même joué. Là, on a compté, on est à 6300 fois dans 41 pays différents. Donc je pourrais aller, s'il me restait une semaine, je pourrais aller le jouer n'importe où. J'irais le jouer, par exemple, en plein milieu du désert du Sinaï, genre, dans un village bédouin. Des gens qui ne l'ont jamais vu, parce que j'ai tellement confiance dans ce spectacle. Ce spectacle qui nous a menés partout, qui a été le fil de ma vie. Franchement, c'est un spectacle qui a rencontré le cœur et le sourire partout où on a été, à tous les spectacles. Nous, on s'est planté des fois, techniquement, des petites erreurs, mais le public qu'on a, et on parle de millions et de millions de personnes, le sourire a toujours été là. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous a dit
j'en vois pas plus, c'est de la merde ce que vous faites. On a toujours eu au moins un intérêt intéressant, ou alors vraiment des gens qui adoraient, parce que c'est simple, parce que c'est une histoire d'une machine qui devient humaine et en plus c'est totalement d'actualité pour l'instant avec la robotique et tout. Donc le morceau, enfin le numéro, cet acte visuel pourrait vraiment être tout à fait à la mode maintenant, recommencer une carrière. Mais ce ne sera pas avec nous. Alors une question très sérieuse. C'est quoi être un acteur ? C'est quelqu'un qui aime l'humain et qui est curieux de savoir comment on peut être aussi con, comment on peut être aussi beau, comment on peut être aussi intelligent, comment on peut être aussi rapide, comme la panoplie, qui est curieux de cette panoplie émotionnelle, de cette panoplie, cette vaste palette qu'est l'être humain et tous les êtres humains, et qui a envie de reproduire ça au travers d'histoires qu'on lui propose. Je crois que c'est la curiosité. C'est où est-ce que ça va m'emmener cette histoire ? Et se laisser porter. Se laisser porter. Si tu pouvais jouer dans le remake d'un film classique, lequel choisirais-tu et quel rôle aimerais-tu interpréter ? Oula. Voilà. J'allais sortir une connerie. J'aimerais être le goéland dans Jonathan Livingstone. Mais non. Voilà, parce qu'il y en a tellement. Des classiques. Ce serait quelque chose de... Je n'ai pas de nom. Honnêtement, je n'ai pas de nom parce que... qu'est-ce qu'il est bête, ce type. J'ai pas vraiment de référent. Il y a des choses qui... Mais en tout cas, ce serait un rôle complexe. Ce serait un rôle d'un personnage complexe. Ce serait peut-être shakespearien. Shakespeare, j'ai jamais essayé. Et ce serait un personnage qui a l'air affreux comme ça, parce qu'il y est obligé. Mais en allant gratter un peu, on se rend compte qu'il a un cœur comme ça et qu'il ne peut pas, il est empêché. Voilà, c'est ça. En fait, ça c'est hyper jouissif à jouer, c'est l'empêchement. Mais faire paraître quand même que ça existe, mais que c'est empêché. Ça, j'adore. Je ne sais pas si Shakespeare a mis en scène un goéland, mais enfin bon, on verra bien, hein, peut-être. Imagine que tu puisses dîner avec 3 personnalités, vivantes ou décédées. Qui inviterais-tu ? Romain Gary. Ouais, Romain Gary, ça c'est... Il me fascine assez, ce bonhomme. Jésus. Oui, et... Adam. Et pourquoi ? En quelques mots. Hein. En quelques mots, parce que j'aimerais bien rencontrer Adam maintenant quand il voit 2000 ans après. Voilà. Et Jésus, parce que franchement, sans être catholique, je crois être... J'ai la foi en quelque chose, certainement, et que j'aime bien ce personnage. J'aimerais bien passer vraiment une soirée avec lui et lui poser des questions. Et Romain Gary, parce que je trouve que le personnage, il a une lucidité. Bon, j'aurais pu dire, voilà, il y en a d'autres. Hein, il y a Bukowski, il y a des gens qui ont été dans le dark pour ressortir quelque chose de beau. J'aime beaucoup la fleur de lotus parce qu'elle grandit dans la boue, dans la vase. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc Gary pour cette classe et cette lucidité quelque part. Et Jésus ? Jésus, justement, j'ai dit parce qu'il est son mode de fonctionnement, il dit des choses bizarres à des moments bizarres, mais qui me touchent.
Donc, en tout cas, dans ce qu'on en il n'y a pas que lui, hein, mais lui, il est celui qu'on peut visualiser le plus simple. Donc, une petite soirée avec ces trois-là, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment de préférence. Je veux dire, si eux pouvaient inviter 2 personnes, Brel m'intéresserait, quoique lui, à mon avis, on se rentrerait dans l'art assez rapidement. Mais voilà, il y en a d'autres, il y en a vraiment d'autres. Si tu pouvais remonter dans le temps et te rencontrer quand tu avais 10 ans, que te dirais-tu? Continue. J'adore parce qu'elle sous-entend, voilà, est-ce que tu voudrais changer quelque chose? Est-ce que tu as des regrets? Et en fait, je n'ai de regrets par rapport à rien du tout. J'ai chaque fois que j'ai fait quelque chose, je crois l'avoir d'une façon ou d'une autre décidé. J'ai décidé ce qui s'est passé. Ou alors, ça m'est tombé dessus suite à une décision que j'avais prise. Et là, c'était pas une bonne décision. Mais je n'ai aucun sens du regret. Donc, même, et ça peut paraître difficile, quand j'ai heurté des gens, j'ai fait mal à des gens, au moment où je l'ai fait, je l'ai fait en toute conscience. Donc, ce serait un peu lâche, je crois, de dire oh, j'aurais pas dû. Non, je l'ai fait. Et c'était une mauvaise décision. Et je m'en excuse, mais je ne le regrette pas. Si tu pouvais posséder un objet emblématique d'un film ou d'une pièce de théâtre, lequel serait-ce et pourquoi? Le sac de Mary Poppins. Il y a tout dedans. Quelle est la chose la plus étrange ou inattendue qui te soit arrivée sur un plateau de tournage ou sur une scène? Ouais, c'est pas une chose, je veux dire, la plus étrange et désagréable, c'est que dans un dialogue, on parlait de chant contre chant tout à l'heure, au moment où je dois dire ma réplique, mon partenaire, dont je ne citerai pas le nom, s'est éloigné et m'a montré son cul en caressant son chien. Donc j'ai parlé à un trou de balle, mais c'est un vrai trou de balle et ce gars était un trou de balle. Mais là, physiquement, je parlais à un trou de balle. Si tu pouvais changer ta vie avec celle d'un personnage de fiction pendant une journée, qui choisirais-tu? Olivier de Chaveau. Qui c'est ça? C'est moi. Mais c'est mon vrai nom, en fait. Voilà, je suis devenu tellement Olivier Bonjour qu'on le sait, les producteurs le savent, et mes amis le savent, mais voilà, c'est un pseudo que j'ai choisi quand mon papa était décédé. Donc, il y a des jours où j'aimerais bien passer une journée avec moi. C'est-à-dire, à quoi pense celui qui n'est pas acteur? Qu'est-ce qu'il fait? Le potager, par exemple. C'est pas Olivier Bonjour qui est dans le potager. Hein? J'ai fini par le dire. Voilà, je suis vraiment fanat de ça, mais c'est pas l'acteur qui quand je suis avec mes amis, c'est pas l'acteur qui est là. Donc, il est très agréable de passer une journée avec, de laisser Olivier Bonjour à la maison et d'être avec l'autre, dont vous avez déjà oublié le nom. En 30 secondes, pourrais-tu résumer ta vie? Tu me dis top pour 30 secondes. Hein? Top. Donc je suis né à Bruxelles en 62. J'ai grandi un petit peu avec ma maman qui était top modèle, que j'ai retrouvée quand j'avais 25 ans. Puis après j'étais avec mes grands-parents, puis mes grands-parents. Oh là là. Puis un jour, en 30 secondes, putain, je me plante. Ma vie était merveilleuse. Attends. Ma vie a été merveilleuse de bout en bout. Si je devais changer, je changerais rien. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Improvisation ou texte appris par cœur? Texte appris par cœur. Rôle dramatique ou comique? Dramatique. Tournée en Belgique ou à l'étranger? À l'étranger. Matin ou soir pour répéter? Matin. Café ou thé avant de monter sur scène? Café. Costume d'époque ou tenue contemporaine? Tout nu. Lecture de scénario papier ou numérique? Papier. Silence absolu ou musique en fond pour se concentrer? Musique en fond pour se concentrer. Si tu pouvais jouer dans n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu? Maintenant. Alors Olivier,
Santé! À vous. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent et cris s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enrôle. Un café qui fume, un vin qui s'attarde, les cœurs qui s'allument, les histoires qui tardent. Les heures s'effacent, les murs se brisent, sous les mots incerts qu'un instant divise. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent et puis s'envolent. À chaque échange, un bout de nous s'enrôle,